Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Retour ce matin notamment sur la séance d'hier au Congrès. Vous recevez la chef du groupe Rassemblement. Virginie Ruffnac, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain donc, de l'adoption de cette réforme de la TGC, réforme d'un texte qui a été largement modifié par rapport à la version originale. On a l'impression que c'est une réforme finalement qui ne réforme pas grand-chose. Est-ce qu'on se trompe ? Écoutez, en tout cas, nous, on avait pris l'engagement de ne pas rajouter d'impôts aux Calédoniens dans la période très difficile que nous connaissons aujourd'hui. La solution pour nous n'est pas là. Elle n'est pas en allant chercher dans la poche des Calédoniens l'argent qu'ils n'ont plus. Et donc, c'est la raison pour laquelle on avait dit depuis le départ que nous n'étions pas favorables à l'augmentation des taux de TGC ou à son changement. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, vous savez, les entreprises, elles sont en train de gérer comment elles vont être à nouveau pour être assurées et pour certaines d'entre elles, comment elles font pour obtenir leurs indemnités d'assurance lorsqu'elles ont été détruites. Près de 1000 entreprises détruites, saccagées ou empêchées d'exercer leur activité en Nouvelle-Calédonie. Et dans ce contexte, on ne peut pas demander à une entreprise, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aussi changer tes taux, changer tes prix, et donc changer tes logiciels, désorganiser finalement ce fonctionnement fiscal des entreprises au travers de la TGC. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voté l'article de changement des taux. Néanmoins, dans cette loi du pays, il y avait quand même l'élargissement de l'assiette de la TGC. Il y a quelques exonérations, et 4 notamment, de TGC que nous avons supprimées. Et nous sommes favorables aujourd'hui à aller vers une réforme, mais une réforme d'économie de dépenses de la Nouvelle-Calédonie que nous sommes en capacité de réaliser. Ça veut dire qu'on pourrait plus parler d'un toilettage aujourd'hui de la TGC plutôt que d'une réforme de fond ? C'est vrai. De toute façon, le texte n'était pas une réforme de fond de la TGC. Il faut être lucide. C'est un texte, vous savez, qui avait été présenté par l'ancien membre en charge de la fiscalité avant les émeutes du 13 mai et qui finalement n'avait pas été modifié depuis 13 mai, alors que le monde en Nouvelle-Calédonie n'est plus le même. L'après 13 mai et l'avant 13 mai, c'est deux mondes. Donc c'était indispensable effectivement que nous allions vers quelque chose à minima sur cette réforme. Il y a un nouveau gouvernement aujourd'hui. Ce gouvernement, en tout cas, j'espère qu'il sera mis en place dans les prochains jours, puisque... A priori, lundi, on va y revenir. Nous l'espérons. Eh bien, ce gouvernement aussi aura la charge de travailler avec nous pour précisément proposer des réformes d'économie de dépenses. Et je sais que le président Ponga a cela à cœur. Alors là, une réforme de TGC à minima, vous l'avez dit, elle est censée aussi permettre à l'État de débloquer l'argent qu'il doit encore débloquer sur les 27 milliards, c'est-à-dire 9 milliards restants à peu près. Vous pensez que ce sera suffisant pour que l'État débloque cette somme ? Il va comprendre ce qui se passe sur cette TGC ? Écoutez, nous verrons bien. En tous les cas, nous avons agi sur la TGC. C'est un fait. C'est ce qui nous s'est demandé dans la convention, effectivement, que l'État avait rédigée, sans être très précis. La convention n'était pas très précise en la matière. Par ailleurs, je crois qu'il faut changer de logiciel. C'est à la Nouvelle-Calédonie de dire à l'État, OK, nous demandons votre accompagnement, voilà ce que nous sommes capables de faire. Et moi, je milite pour qu'à la fois le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès s'accorde sur des réformes, et je vous le disais, en disant, voilà, nous avons 20 000 agents publics en Nouvelle-Calédonie sur 260 000 habitants à peu près, j'imagine aujourd'hui. C'est un nombre très important avec 48% de catégorie A. Donc on a beaucoup de chefs en fait. Et pour mettre en œuvre, c'est un peu compliqué. Mais enfin, en tout cas, il y a une réflexion globale à avoir sur notre système et qu'il soit dimensionné à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Il faut faire ça dans la concertation. Il faut voir quelles pistes peuvent être faites. Il y a eu un travail, et le président du gouvernement nous l'a dit hier, qui a été fait par les directions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais qui n'a jamais été proposé aux élus du Congrès ou en tout cas aux élus du gouvernement. C'est le moment ou jamais de regarder comment nous pouvons économiser et dire à l'État, voilà, nous assainissons, nous sommes plus économes, mais nous ne voulons pas taxer et le tout impôt n'est pas notre doctrine. Est-ce que c'est l'objet du vœu que vous avez déposé avec les loyalistes sur la mise en place d'un séminaire consacré au redressement des finances publiques ? Est-ce que ça fait partie finalement de l'enjeu global de la réforme des finances publiques ? Alors c'est tout à fait ça. Et je dois dire que vous savez, ce vœu, on l'a déposé en janvier 2024. En janvier 2024. Donc effectivement, il était temps, enfin et je remercie la présidente du Congrès de l'avoir mis à l'ordre du jour de la séance publique, que nous l'examinions. Nous demandons à ce que les institutions Congrès, province et Nouvelle-Calédonie gouvernement travaillent ensemble, qu'on a un séminaire avec les responsables politiques de ces institutions, de façon à regarder comment nous pouvons gérer les problèmes budgétaires et financiers de la Nouvelle-Calédonie et rétablir les caisses et nos comptes publics. Quelle est la portée d'un vœu ? Il doit être mis en œuvre nécessairement ou ça reste une demande particulière qui doit être examinée avec attention ? Un vœu, en fait, c'est une norme juridique
aujourd'hui, enfin hier en tout cas, elle a été adoptée à l'unanimité des élus du Congrès, qui demande quelque chose à une autre collectivité que le Congrès. Là, elle s'adressait à la Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à son président. Et le président, en séance publique hier, a affirmé qu'il y était favorable, en tout cas à titre personnel, et qu'il allait soumettre cette volonté de cette organisation pour un travail en concertation à l'ensemble des élus du gouvernement, dès que ce gouvernement, évidemment, sera en exercice. Alors justement, ce gouvernement devrait être de plein exercice lundi prochain, une fois que la réunion sur les secteurs aura permis d'attribuer à chaque membre le secteur dont il aura la charge. Ensuite, il faudra se mettre très vite au travail. Est-ce que le contexte politique est suffisant aujourd'hui pour se mettre au travail au gouvernement ? Écoutez, je l'espère, parce que nous avons de grands enjeux devant nous, nous avons de grandes responsabilités qui pèsent sur nos épaules. Vous le savez, et on en parlera peut-être, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a convié les élus calédoniens fin janvier à Paris pour la dernière chance de discussion pour proposer un avenir aux Calédoniens. Et donc, nous devons aujourd'hui avoir un gouvernement en fonctionnement. Vous savez, nous étions contre la chute du gouvernement. Avec Alcide Ponga, nous avons essayé d'ailleurs même de convaincre ceux qui en étaient à l'origine de ne pas le faire. Parce qu'il a une durée de vie a priori pas très longue, celui qui vient d'être mis en place ? Parce que nous considérions que dans la déstabilisation, on ne rajoute pas de la déstabilisation à la déstabilisation, et que vous voyez la situation de la Calédonie aujourd'hui, et le jour de Noël, le 24 décembre, il y avait peut-être autre chose à faire que de faire chuter le gouvernement. Voilà, c'était notre point de vue, on l'a défendu, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais participé à une motion de censure du gouvernement. Aujourd'hui, il est tombé, il est en train de se reconstituer, et je crois que véritablement, l'ensemble des responsables politiques doivent remettre un gouvernement en exercice le plus tôt possible. Je sais que c'est ce qui anime le nouveau président du gouvernement, Alcide Ponga. Il veut se mettre au travail, car il y a beaucoup de travail pour les Calédoniens. Alors justement, est-ce que le travail que doit mettre en place le gouvernement, mais aussi le Congrès, ne va pas aussi dépendre en quelque sorte des discussions qui vont s'ouvrir à Paris dans quelques jours, hein, a priori fin janvier, il n'y a pas de date encore précise, mais le Premier ministre a convié les partenaires politiques, vous l'avez dit, à Paris pour discuter. Est-ce que ce travail de discussion ne va pas pirater en quelque sorte le travail qui pourrait être fait en Calédonie ? Parce que tout le monde va attendre de savoir si accord il y a, sur quoi il va porter, comment il va se mettre en œuvre et à quelle échéance. Alors, je vous dirais le contraire. Je vous dirais que tout ce qui est fait en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est rendu possible si nous parvenons à trouver des solutions pour les Calédoniens en termes d'avenir. Regardez l'économie. Hier, donc, le gouvernement nous disait qu'il y avait 40 milliards, un peu plus de 40 milliards, entre 40 et 45 milliards de TGC de rendement, alors qu'avant, on était à 51 milliards. On perd entre près de 10 milliards, presque 10 milliards en fait de rendement de TGC. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un symptôme d'une économie malade. Et pourquoi l'économie est malade ? Pourquoi les chefs d'entreprise sont en difficulté ? Les émeutes, bien sûr, la destruction massive de notre outil économique, de notre outil de production, mais également un manque de visibilité sur l'avenir dans la capacité de ces producteurs de richesse à réinvestir et à avoir confiance pour réinvestir et pour recréer de l'emploi, pour remettre de l'emploi en place. Si nous ne dégageons pas l'horizon des Calédoniens, eh bien nous allons devenir un pays totalement sous-développé et totalement dépendant, ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes plus dépendants de la France que nous l'étions avant les émeutes. Donc soit on se bouge, soit on réagit, soit on dégage l'avenir des gens. C'est Emmanuel Chibaou lui-même qui a dit qu'on ne discutait pas le ventre vide. Là, on est le ventre complètement vide. Alors comment on fait pour le remplir, ce ventre ? Eh bien, on se bouge. Et on fait ce qui est de l'ordre de notre responsabilité, c'est-à-dire on tente de restaurer la confiance en Nouvelle-Calédonie pour dire que ce pays a un avenir et que les acteurs ont raison d'y réinvestir et d'y rester. À vous entendre, ça veut dire que ces discussions qui vont s'ouvrir à Paris dans quelques jours sont essentielles pour l'avenir de la Calédonie. C'est une sorte de réunion de la dernière chance ? Absolument. Pour nous, c'est une réunion de la dernière chance. Et quant à la priorisation de ces discussions, oui, Alcide Ponga et moi-même, c'est bien la raison pour laquelle nous ne voulions pas que le gouvernement chute. Nous avions placé ces discussions comme prioritaires pour notre avenir. Maintenant, vous savez, nous ne sommes pas prêts à un accord à tout prix. Nous voulons respecter le choix des Calédoniens qui a été exprimé pas une fois, pas 2 fois, 3 fois, même si je sais qu'il y a une remise en cause du 3e référendum. Ça veut dire que ce n'est pas comme si on avait demandé qu'une fois aux Calédoniens. Donc, à un moment donné, il y a un choix qui a été fait. On se doit de respecter le choix, sinon ce n'était pas la peine d'aller à ces référendums. Vous savez que nous avions privilégié plutôt un accord que de faire s'opposer les Calédoniens plusieurs dimanches de suite. Et d'ailleurs, on en voit un peu le résultat aujourd'hui. Donc, elles sont prioritaires. Nous devons faire notre travail. Mais si nous n'y arrivons pas, parce que les points de vue sont trop divergents, nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quoi. Et à ce moment-là, nous prendrons acte. Et
eh bien, organisons les élections. Et puis, mais je crois que ça serait vraiment un aveu d'échec de la classe politique calédonienne que de ne pas parvenir à proposer de nouvelles solutions calédoniennes. Donc les discussions vont être très importantes. Est-ce que la perspective d'un accord, même s'il n'est pas encore, s'il ne sera pas forcément complètement dégagé et accepté par tous à la fin de cette réunion, la perspective d'un accord, si on voit que les choses avancent, vous pensez que ça peut relancer l'économie très rapidement? Les choses peuvent redémarrer très vite? Bien sûr, évidemment. Si imaginez, vous êtes un chef d'entreprise, vous voyez des élus politiques qui se retrouvent, qui disent on va tracer un chemin possible, on va essayer de rédiger ensemble, on ne va pas s'opposer et se battre dans la rue. Vous vous dites, voilà, je peux peut-être relancer, je peux y croire, il y a des chances que ça fonctionne. Je veux dire, si on passe notre vie à se battre et à dire qu'il n'y a pas d'avenir pour ce pays, comment voulez-vous que le simple citoyen ou celui qui a capacité à créer de la richesse dans notre pays y croit? C'est pas possible. Donc c'est notre responsabilité, encore une fois. Mais par rapport à ce que vous disiez, ça n'est pas en opposition avec le travail institutionnel. Au contraire, il doit aller de concert. Et nous devons faire ces fameuses économies de dépenses et assainir effectivement nos caisses pour que la Calédonie soit placée dans un cercle vertueux et non pas dans ce cercle vicieux dans lequel nous sommes placés aujourd'hui, plus dépendants que jamais des subsides de l'État. Alors Virginie Ruffnac, une dernière question concernant le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui est très accaparé en ce moment évidemment par la situation à Mayotte, dont on parle beaucoup en métropole, plus de la Calédonie. Est-ce que vous le sentez concerné par le dossier calédonien? Est-ce qu'il va vraiment s'y investir, comme lui a demandé en quelque sorte le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale? Écoutez, moi je l'ai eu lundi soir au téléphone. Manuel Valls me semble très mobilisé sur notre situation calédonienne. On peut reconnaître que cette personnalité qui a été Premier ministre connaît le sujet puisqu'il était en charge de ce sujet lorsqu'il a été Premier ministre. On voit que hier, une aide de l'État qui avait été prévue par le ministre Buffet des Outre-mer précédent a été mise en œuvre, ce qui montre que Manuel Valls est dans une forme de continuité d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie. Et moi, je pense qu'effectivement, il a l'intention de s'y engager. C'est tout le sens de cette invitation, je présume, à Paris fin janvier, pour ne pas laisser au point mort la Nouvelle-Calédonie. Mais vous savez, vous parlez de Mayotte et de nous. Quelle est la différence entre Mayotte et nous? Alors bien sûr, les Mahorais, et j'ai une grande pensée pour eux, ont été touchés par une catastrophe naturelle abominable et donc sont dans une situation très difficile. Mais nous avons été aussi touchés par des événements abominables. Quelle est la différence? Mayotte, ils disent, nous, on reste français. Et puis nous, il y a toujours une revendication d'indépendance. Et c'est d'ailleurs ce que les parlementaires, au niveau national, nous renvoient lorsqu'on va les voir et qu'on demande de l'argent. Ils nous disent déjà qu'on doit aider l'ensemble français, mais vous hésitez. Alors, on leur dit évidemment qu'on a voté 3 fois non, et que je crois qu'on s'est assez battu, en tout cas dans notre camp, pour affirmer que nous souhaitions rester français et faire en sorte que ça le soit. Mais en tous les cas, il y a une nécessité que l'État accompagne la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est son devoir moral. Nous sommes des citoyens français de Nouvelle-Calédonie. Nous ne devons pas être traités autrement. Une toute dernière question, Virginie Ruffnac, dans la perspective de ces discussions qui vont s'ouvrir à Paris à la fin du mois, est-ce que les partis partisans du maintien de la Calédonie dans la France parleront d'une même voix? Est-ce que vous avez suffisamment échangé pour être d'accord sur des projets communs qui fait que vous arriverez en face des indépendantistes unis les uns avec les autres? Oui, écoutez, personne n'ignore notre grande proximité, le rassemblement avec le groupe loyaliste, avec lequel nous travaillons, avec Sonia Backès, avec Gilles Brial, avec Nicolas Mesdorf, avec lesquels nous travaillons quotidiennement. Il n'y a pas, contrairement parfois à certaines rumeurs qui pourraient être véhiculées et qui alimentent les réseaux sociaux, ça occupe les gens la journée peut-être qu'on n'a pas d'autres problèmes plus importants que ça. Mais en fait, non, il y a une unité totale. Nous travaillons beaucoup ensemble pour avoir une ligne commune. Voilà cette unité des partisans de la France. Et puis, nous essayons aussi de travailler avec l'ensemble des représentants du côté non indépendantiste. Nous avons aussi travaillé avec Calédonie Ensemble face aux indépendantistes pour tenter d'harmoniser, si c'est possible, les positions de façon à ne pas être désunis vis-à-vis de l'État. C'est aussi notre responsabilité. Quand l'intérêt général de la Nouvelle-Calédonie l'exige, il faut que nous soyons au rendez-vous. Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.